Merci Fabrice. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, je souhaite commencer mon intervention par remercier chaleureusement l'équipe du Forum Incyber, à la fois pour l'organisation de cet événement, événement majeur, et pour m'offrir finalement l'opportunité d'ouvrir ce side event, Cyber Security for Industry, et de pouvoir m'exprimer devant vous. Alors j'avais eu l'occasion il y a quelques mois de participer à la première session d'Incyber en Asie, au Japon, et l'occasion pour moi de m'apercevoir que finalement les Japonais aussi portent le sujet de la cybersécurité industrielle et c'est un fort intérêt pour eux. Et du Japon, de Tokyo à Lille, finalement il n'y a qu'un pas. Alors être ici à Lille, au cœur d'un forum qui rassemble l'ensemble de l'écosystème cyber pour parler des spécificités du monde industriel, c'est à la fois un privilège et une certaine responsabilité que je vais essayer d'honorer. Alors les sujets que nous allons discuter aujourd'hui sont au cœur de la résilience et de la compétitivité de nos industries. Alors justement, nos industries, elles n'ont probablement jamais été aussi performantes ni aussi dépendantes du numérique. Nos usines sont ultra connectées, elles sont interopérables, on parle d'entreprises, on parle d'usines étendues, on sait d'ailleurs plus où se trouvent les frontières. Parfois nos usines sont vieillissantes, mais elles sont toujours critiques pour la nation, mais aussi c'est souvent le poumon économique de régions tout entières. Et en parallèle, eh bien, la menace cyber, elle évolue vite, très vite. Elle ne se cantonne plus à uniquement un vol de données. Il est question d'arrêt de production. Le contexte actuel en témoigne. Les installations industrielles, notamment celles de l'énergie, revêt un intérêt particulier pour certains attaquants. Et donc l'incident cyber n'est plus juste un incident informatique comme un autre, mais ça devient un événement industriel majeur, avec un impact direct sur la sécurité des biens des personnes, mais aussi un impact pour la performance et la compétitivité de nos industries. Alors la cybersécurité industrielle, elle a longtemps été perçue comme un sujet d'expertise, d'experts, un sujet technique pour certains, parfois lointain pour d'autres, souvent vécu comme quelque chose de contraignant. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est plus trop une vérité, ça tient plus. La cybersécurité industrielle, la cybersécurité du monde de l'OT, elle touche directement à la continuité d'activité, à la sécurité des personnes, je l'évoquais, mais aussi à la confiance de nos clients et de nos partenaires. En réalité, la question n'est plus de se poser de savoir si c'est sécurisé, mais finalement, quel est l'impact business si on ne sécurise pas au bon niveau. Alors, nos industries sont confrontées à un dilemme permanent, finalement, produire toujours plus, livrer, respecter les délais, maîtriser les coûts, et puis en face de ça, il faut qu'on ait les opportunités de sécuriser, de déployer les programmes de sécurité. Et c'est des choses relativement compliquées, surtout quand on s'attaque à des systèmes complexes, sensibles, souvent critiques. Parfois, on en a toujours des systèmes anciens où déployer la cybersécurité, c'est un vrai challenge. Et puis quand bien même on a des nouvelles usines, parce que encore heureux, les nouvelles usines voient le jour, souvent c'est à marche forcée, on est contraint par les actionnaires et les partenaires, et souvent la cybersécurité peut passer au second plan. En tout cas, on se dit qu'on le fera après, demain. Alors trop peu de sécurité, c'est un risque systémique, et puis trop de sécurité, c'est une perte d'agilité opérationnelle. L'enjeu stratégique auquel on est confronté, c'est pas de maximiser la sécurité, mais finalement de trouver le juste équilibre aligné finalement avec nos priorités business. Je vous parle bien évidemment de risque, de gestion du risque. Alors pour se demander de quoi il s'agit, si on regarde une cyberattaque sur un système industriel, je l'évoquais, c'est des arrêts de production, c'est des pertes financières, c'est souvent une exposition médiatique, avec parfois des risques humains et environnementaux, heureusement relativement rares. Mais la cybersécurité industrielle, c'est devenu un enjeu et un risque industriel majeur à gérer, au même titre que l'on gère la sécurité physique de nos sites ou la sûreté des installations. Et un tel niveau de décision, finalement, ne peut pas rester cantonné à un niveau opérationnel.
pour pallier à ça, on doit se reposer sur une gouvernance, parce qu'une cybersécurité industrielle est efficace que si on a une bonne gouvernance. Et en fait, on s'aperçoit que la cyber-industrielle, elle échoue rarement pour des raisons techniques, mais elle échoue pour des raisons de manque de gouvernance. Elle échoue quand il est difficile d'identifier les responsabilités, elles ne sont pas toujours très claires entre l'IT, l'OT et le métier. Elle échoue quand les arbitrages ne sont pas au bon niveau. Elle échoue quand la cybersécurité n'est pas alignée avec la stratégie d'entreprise et la stratégie industrielle. La cyber-industrielle, en réalité, elle commence toujours par une décision de gouvernance qui décide pour quels critères, avec quels critères et pour quels objectifs. Alors décider, c'est parfois quelque chose de difficile, et heureusement, alléluia, j'ai envie de dire, c'est presque divin, on a la réglementation, ou je devrais dire les réglementations. Alors c'est perçu souvent comme une contrainte. En réalité, il faut plutôt le voir comme un levier puissant. Ça nous permet de structurer nos priorités. Ça nous permet aussi de parler un langage commun avec nos différentes directions. Et puis, au final, c'est quand même ça qui nous permet d'accélérer notre maturité. C'est un peu l'essence même, par exemple, de NIS 2, avec l'objectif de faire monter en maturité des pans entiers de l'industrie, des verticales industrielles. C'est complété par souvent des réglementations sectorielles. Là où NIS 2, c'est plutôt le pouvoir politique qui agit. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que finalement, les organisations qui anticipent ces exigences réglementaires, eh bien, ne vont pas la subir et elles peuvent en tirer un certain avantage, clairement. Ça renforce finalement leur crédibilité et, in fine, leur compétitivité. Alors, toutes les industries n'ont pas le même besoin de sécurité, mais cette sécurité, elle est toujours proportionnée aux enjeux. Et pour ce faire, il faut une bonne stratégie. Alors, une bonne stratégie peut reposer sur 3 principes simples, j'espère pas simplistes. Connaître ses actifs critiques. Qui connaît tous ses actifs critiques? Évaluer les risques réels, et pas le fameux à dire d'experts. Et puis, c'est investir là où les impacts business, finalement, sont les plus forts. Qui fait de la quantification du risque financier, de ces risques cyber-indus. En fait, vous l'aurez compris, la maturité cyber, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est un objectif qu'on se donne, et en fait, c'est une variable d'ajustement. En fait, il faut le voir comme un outil de pilotage de la performance industrielle. Donc là, encore une fois, c'est un outil de pilotage du risque. Alors, la difficulté de maîtriser ce risque, finalement, il ne tient pas uniquement à sa complexité, mais plutôt à la vitesse dans laquelle, finalement, le monde évolue aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout va très vite. Un chiffre, 1,6 jours. Vous avez probablement vu l'annonce il y a quelques semaines. C'est le temps qu'il faut aujourd'hui entre le temps de la découverte d'une vulnérabilité et son exploitation réelle avec la mise à disposition des exploits qui va bien. Alors en 2018, c'était plus de 2 ans. On est passé à 1,6 jours. Et quand je vous dis 1,6 jours, c'était il y a 3 semaines au moment d'annonce de l'initiative Zero Day Clock, sponsorisée par des grands de la cyber. En fait, aujourd'hui, si vous allez sur le site, c'est 1,1 jour. À ce rythme-là, on va tomber dans des chiffres négatifs. On sera dans la prédiction de demain des vulnérabilités sur des codes qu'on n'aura même pas encore développés. Bon, pour moi, c'est quand même assez effrayant. Le temps, finalement, entre la connaissance du risque et son exploitation réelle s'est littéralement effondré. Et le cycle traditionnel, détection, analyse, décision, puis correction, c'est plus forcément adapté à cette nouvelle réalité. Et lorsque le risque évolue à une vitesse bien plus élevée que n'évoluent nos organisations, il faut se poser des questions. Là, vous me voyez probablement arriver. En fait, la maturité cyber, elle ne peut plus reposer sur des process humains. Il va falloir qu'on se dote des outils augmentés par l'IA, évidemment, pour justement être en capacité de déployer une cybersécurité plus efficace. Alors l'IA, je l'introduis ici, mais en fait l'IA, dans nos métiers, elle est aussi déjà présente.
nos industries sont entrées dans une nouvelle phase, une phase où l'IA elle est utilisée pour optimiser la production, anticiper les défaillances et puis surtout améliorer la qualité et puis la performance opérationnelle. Alors dans certains secteurs, c'est une question de survie, dans le contexte économique tendu, forte compétition, c'est incontournable. Alors l'IA dans l'industriel, ça repose sur des systèmes encore plus connectés. Déployer de l'IA, on le fait là où il y a déjà de la valeur, et on en veut encore plus, donc forcément des systèmes sensibles, plus critiques. D'ailleurs, il faudra se poser de la question, est-ce qu'on veut vraiment déployer l'IA partout? L'IA, c'est des stats. L'IA, ça peut halluciner. Alors, appliqué à la sûreté des installations, par exemple, on imagine le pire, là où on est dans des approches déterministes. Donc l'IA mal sécurisée, finalement, c'est un facteur de risque supplémentaire et un facteur de risque systémique pour nos industries. Et à l'inverse, une IA intégrée finalement dans une architecture d'entreprise sécurisée, ça devient un levier puissant parce que ça va permettre de décupler nos capacités en termes de détection d'anomalies temps réel, de prioriser de manière intelligente nos risques. Et surtout, ça va donner un outil de pilotage et un outil d'aide à la décision pour les équipes et les dirigeants. Donc, au regard de ça, la cyber, ce n'est pas un frein à l'innovation, elle en est la condition. Donc, j'évoquais l'IA. En fait, on voit naître un triptyque incontournable, la data, l'IA et la cyber. Ces trois piliers sont fondamentaux. Si un échoue, c'est l'ensemble qui s'effondre. Notamment si on veut demain une industrie pilotée par la donnée. Quand je dis pilotée par la donnée, c'est finalement tout que l'on veut piloter par la donnée. Alors l'IA seule ne crée pas de valeur. L'IA repose sur un socle essentiel, la qualité, la fiabilité et la sécurité des données. Clairement, l'enjeu il est autour de la donnée aujourd'hui. Il faut savoir la maîtriser. Il faut savoir quand on déploie de l'IA ce qui se cache dessous, quelles données et être en maîtrise de ces données. Parce que sinon, l'IA qu'on déploie, on va finalement déployer une boîte noire de plus et qui sera difficile à contrôler. Donc la vraie rupture, c'est pas juste l'IA seule, c'est vraiment l'IA au service d'un pilotage éclairé par la donnée maîtrisée. Donc moi, j'ai un grand message à faire passer, c'est un peu mon dada du moment. Hommage à Omar Sharif, ceux qui ont la référence. Donc c'est de se doter de nouvelles capacités, Cyber Data Lake, Security Data Hub, Cyber Lakehouse, vous appelez ça comme vous voulez. Certains ont déjà franchi le pas, d'autres y réfléchissent et sont en passe de le faire. Oui, il faut se doter des moyens pour mieux générer, collecter, transformer, structurer la donnée, parce que c'est le pilier des outils que vous allez déployer demain à base d'IA, forcément. Ça va permettre, en accumulant un amas de données et en ayant cette capacité à la traiter dans des volumes conséquents, d'améliorer l'observabilité sur nos assets les plus critiques, de mieux comprendre ce qui se passe sur les systèmes, sur les réseaux, de détecter des signaux faibles qu'on n'aurait pas pu voir uniquement à l'œil des analystes humains, et puis c'est anticiper les risques à fort impact. Et sans ces données, en fait, c'est l'incapacité de prendre les bonnes décisions, des décisions pour activer des mécanismes autonomes, parce que c'est ce vers quoi on se dirige, des mécanismes de défense automatisés. En tout cas, tout ça, c'est la meilleure réponse, finalement, à l'accélération du risque que j'évoquais précédemment. Et de manière concrète, on va parler de patching automatisé, on va parler de résilience autonome, capacité à reconstruire à la volée des systèmes sans vulnérabilité. Donc tous ces éléments-là, sur nos environnements industriels, on se dit c'est un beau challenge. C'est un beau challenge en effet, mais c'est une promesse que l'IA nous offre, et donc si cette promesse elle se réalise, alors on pourra estimer que notre industrie elle est cyber maîtrisée, et la cybersécurité industrielle sera finalement un facteur de différenciation. Parce qu'une industrie cyber maîtrisée, je peux parler ainsi, c'est une industrie qui est plus fiable, c'est une industrie qui est plus résiliente, et c'est une industrie qui est plus crédible face à ses clients et ses partenaires. C'est aussi une industrie qui aura été capable de démontrer sa capacité à intégrer des technologies innovantes,
comme l'IA, l'automatisation, des écosystèmes souvent numériques complexes, et tout ça sans nuire à sa sécurité, sans nuire à sa continuité d'activité, sans nuire à sa résilience. Alors, la cybersécurité, a fortiori industrielle, c'est pas quelque chose qui se délègue entièrement. Le rôle de nos dirigeants est essentiel. C'est eux qui portent la vision. C'est eux qui doivent toujours arbitrer les priorités. Et puis qui doivent finalement assumer les choix des niveaux de risque. Et nous, on est là pour les aider, les éclairer avec le bon outillage de pilotage. Et finalement, nos organisations sont matures, ou en tout cas auront une certaine maturité. Ce sont les organisations, ce sont celles qui ont su finalement intégrer la cyber dans la stratégie d'entreprise, dans la stratégie industrielle, et pas ajouter après coup. Alors, 3 messages relativement simples que je veux vous partager et que je veux que vous reteniez. Finalement, la cybersécurité industrielle, c'est devenu un enjeu stratégique et pas uniquement un sujet technique. La maîtrise du risque, c'est une condition de la performance et donc de la compétitivité. Et puis les industriels qui agissent aujourd'hui, maintenant, qui anticipent même, se construisent un avantage durable pour demain. Et alors, ce salon, il existe, et cet événement, il existe, non pas pour répondre à la question faut-il sécuriser, je pense que tout le monde est convaincu. Non, ce salon, il existe pour nous aider à répondre à une question qui est probablement bien plus difficile. C'est comment rester maître de nos choix dans un monde où le risque cyber évolue bien plus vite que nous et nos organisations. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous un très bon salon. Merci Anthony. On a 5 minutes pour prendre des questions. Donc si vous avez des questions à poser à Anthony, vous pouvez le faire. La première question est toujours la plus difficile à poser. Allez, qui se lance? Oui, monsieur là-bas. Gilles Desoblin, Systemix. Oui, une question vis-à-vis de votre préoccupation avec les sous-traitants dans la supply chain. Parce que j'imagine que vous avez énormément de sous-traitants et les risques se véhiculent par les plus faibles. Donc comment vous appréhendez cet aspect-là? Merci. Alors ma première réponse, ça serait j'allume un cierge. Évidemment que non. Moi je suis dans une entreprise, Orano, du secteur du nucléaire. On a la chance d'être organisé en filière, la filière du nucléaire. Donc en fait on a aussi une démarche collective pour faire monter en maturité les plus petits qui nous accompagnent et qui sont des acteurs sensibles pour nous. Donc c'est notamment le GIFEN, le groupement d'intérêt français de l'énergie nucléaire. Donc c'est une première façon de faire monter en maturité nos tiers en partageant. Le partage, c'est toujours quelque chose de vertueux. J'évoquais la réglementation NIS 2. Alors on peut toujours attendre après nos politiques, mais en tout cas elle aura cette vertu-là de pousser les dirigeants de ces entreprises à élever le niveau. Et puis elles pourront l'élever que si l'écosystème cyber s'adapte aussi à leur réalité, petites et moyennes entreprises et ETI. Je pense que sur le salon, on a aussi une offre qui permet d'adresser ce type d'acteurs. Merci Anthony. Une autre question, monsieur, oui. Bonjour, Régis Guyonnet du CEA. Quelle est votre appréhension du risque des objets, venant des objets connectés? Alors soit l'IoT que vous utilisez, soit d'autres types d'attaques via les objets connectés. Donc en fait, l'objet connecté en soi, c'est un objet numérique. Et quelque part, je le traite comme n'importe quel autre objet numérique qu'on a sur notre parc informatique. Ce qu'on va regarder, c'est finalement la criticité et ce qu'il sous-tend, en fait, quel process il supporte, pour quels enjeux. Et j'adapte la cyber en fonction, en fait. Alors, la sécurité de l'objet en tant que tel, donc là, on se tourne vers les fabricants. Et là, heureusement, on a le Cyber Resilience Act qui impose un certain nombre de démarches. Alors au passage, le Cyber Resilience Act, les produits industriels y échappent en partie.
Bravo à eux, ils ont su faire le bon lobbying, puisqu'ils ne sont plus identifiés comme des composants critiques et importants, mais de l'auto-évaluation et de la certification tiers suffira. Donc oui, on s'appuie sur ça, et puis sur toute la chaîne de valeur, le réseau, la connectivité et les applicatifs associés, parce que l'objet IoT tout seul, il ne sert à rien, donc en fait on regarde toute la chaîne de bout en bout. C'est comme ça qu'on essaye d'adresser, et oui, orienter risque, toujours. C'est comme ça qu'on priorise nos actions dessus. Alors on a une autre question ici, monsieur. Oui, bonjour, Guillaume Valini, société Ironie Expertise Cybersécurité. Comme vous l'avez dit, la cyber dépend de la direction, du budget en fait qui va être alloué à la cyber. Et moi, je suis persuadé que si on avait une vision assez précise du sujet, du budget cyber par rapport au montant de l'entité, qu'elle soit publique ou privée, en fait son budget, on aurait une meilleure visibilité et ça permettrait de démontrer aux dirigeants qui sont en retard et qu'il faut investir dans ce sujet-là pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Et ma question était, est-ce que vous connaissez en fait le rapport entre le budget cyber et le budget de l'entité que vous représentez? Alors cette question est un peu indiscrète. Alors on a la chance d'avoir plein de benchmarks sur le marché. Donc les benchmarks nous donnent des éléments de réponse. Alors je ne vais pas citer les organismes qui font des benchmarks, il y en a plein. Donc on essaye de se comparer par rapport à ce benchmark. Et puis selon qu'on est engagé dans une transformation digitale importante, le budget peut varier en fait. Franchement, vous donnez un chiffre, je peux vous dire 5%, je peux vous dire 10% d'un budget d'une DSI par exemple, c'est des choses qu'on entend souvent. La vérité, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on va perdre si on ne sécurise pas en fait. Donc c'est comme ça qu'on essaye d'apprécier aussi finalement la poche budgétaire qu'on va être capable de déployer. L'enjeu va être aussi en effet de faire de la cybersécurité, j'ai envie de dire avec un peu de frugalité, puisque dans le monde industriel, on est quand même très regardant sur les coûts. Et donc quand je reviens au sujet sur l'IA, moi je suis un partisan de faire beaucoup de maisons en fait, du homemade, et pas s'enfermer avec des vendors. C'est aussi, je pense, à terme comme ça qu'on fera des gains significatifs. Aujourd'hui, l'IA a ce levier-là de nous donner des capacités nouvelles. Je ne vais pas dire que ça va tout remplacer, mais en tout cas, il faut prendre ce parti pris. C'est ce que je défendrai de mon côté. Oui, bonjour. Céline Redon, moi je suis consultante indépendante, j'accompagne donc différents clients et entre autres industriels. Et pour rebondir un peu sur cette question de gouvernance, moi je me posais la question de quels sont les KPI finalement qu'il faut remonter côté direction pour essayer d'influer et potentiellement augmenter justement ce budget cyber. Mais donc au-delà du temps, on va dire, ok, il y a un ransomware, les usines sont fermées, donc ça nous coûte de temps. Ça c'est un argument, mais c'est un peu la peur ultime. Comment, voilà, qu'est-ce que sur le long cours on peut essayer de suivre? Quelle est votre expérience? Oui, la question est très claire. La réponse est plus compliquée, parce que des KPI, on peut en avoir tout un tas. Bah oui. Et encore une fois, il faut décider, choisir, et choisir, c'est renoncer, comme toujours. Donc pas que j'essaye de faire une réponse de Normand, mais en fait, ça va dépendre de quelles sont vos priorités du moment, en fait. Et je pense que les KPI, il faut les faire évoluer en fonction des chantiers qu'on mène, et pas rester figé avec des KPI toujours les mêmes, qui à la fin ne veulent plus rien dire. Donc ça, c'est la première réponse que je vous ferai. Tout à l'heure, j'évoquais le sujet de l'observabilité. Donc pour moi, un indicateur fort, c'est dans quelle mesure on maîtrise bien ces assets, tous ces assets, et quel est le niveau de couverture qu'on a en termes de supervision sur ces assets. Pour moi, c'est un indicateur assez fort. Et puis après, ça va être finalement quel asset génère de la data, puisque demain, ça va être le pilier fondamental pour piloter notre cybersécurité. Donc ça peut être aussi des indicateurs pour mesurer finalement l'efficacité du déploiement de notre cyber. Pour les dirigeants, il faut ramener ça aussi à une vision risque. Finalement, ressortir finalement des indicateurs, focus sur ce qui est critique pour l'entreprise et pas se perdre dans des indicateurs où on mettrait tous les assets, parce que tous les assets ne se valent pas. Donc il y a une certaine intelligence pour construire ces indicateurs. C'est un vrai métier, c'est presque de l'art. Et heureusement, l'IA est là pour nous aider.
Merci Anthony, merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. On peut l'applaudir encore une fois. Merci.